Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous avez été nombreux à nous demander pourquoi on ne poserait pas les questions de l'heure. Nous sommes à votre écoute dans ce face-à-face que nous tenons chaque fois qu'une problématique est posée et même quand elles ne sont pas posées, nous essayons dans la mesure du possible de suivre en collaboration avec de nombreuses potentialités de notre pays et à l'international. La problématique qui nous amène aujourd'hui, qui se pose et qui se pose depuis quelques semaines avec beaucoup d'insistance, à laquelle vous avez bien voulu attirer notre attention, c'est celle de l'intelligence artificielle. Certains en ont peur, nombreux. Certains se disent, il n'y a pas de raison d'avoir peur, elle ne nous remplacera jamais. Un pavé a été jeté dans la mare par Elon Musk qui, nonobstant sa puissance, en dépit de sa puissance, en dépit de sa richesse, lui qui a toujours tenté l'impossible, nous demande de faire un moratoire. Alors, faut-il le faire, ce moratoire? Faut-il s'abstenir? Comment le suivre? Avec moi, aujourd'hui, dans les studios, j'ai demandé à mon ami et le professeur Mohamed Saïdi, un expert en matière d'intelligence artificielle, qui a été à la tête de l'un de nos instituts les plus réputés, l'INSIAS, pendant 8 ans, pour être par la suite directeur de la coopération. Il est expert, aujourd'hui, il est à la tête de l'une des plus grandes écoles privées d'ingénieurs, j'ai nommé l'EMSI, dont il est le directeur général. Si Mohamed Saïdi est un petit peu partout, du fait de son expertise, parce qu'il est justement appelé partout. Donc nous avons pensé que qui mieux que si Saïdi, parmi un groupe vraiment très restreint, pour venir croiser le fer avec nous, pour parler de cette problématique de l'intelligence artificielle et de la peur qu'elle suscite. Professeur Saïdi, bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous avoir et je vous remercie d'avoir accepté de nous rejoindre. Prenons quelques minutes pour que vous nous disiez qui vous êtes. Bonjour, Dr Kadiri, bonjour, chers téléspectateurs. Vous avez déjà fait la présentation de façon peut-être mais un peu plus, s'il vous plaît. Peut-être je peux dire juste que je suis vraiment très impliqué au niveau d'un certain nombre d'organisations internationales, notamment des organisations qui développent des technologies, la standardisation également de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, et plus particulièrement I3E. Donc I3E, c'est un organisme international très connu dans le domaine de la standardisation, à l'instar de ISO, de l'Union internationale de télécommunications, et j'en passe. Donc à travers en fait mon implication dans des comités, des instances de cette organisation, j'ai pu en fait aussi côtoyer des experts de renom mondial dans différentes technologies, notamment dans des technologies aux thématiques de façon générale en relation avec l'intelligence artificielle et ses différentes applications. C'est aussi le volet standardisation qui touche un petit peu l'aspect régulation de l'intelligence artificielle. Alors hier, il y a quelques semaines, vous étiez sur l'éducation dans la dynamique des Smart Cities. Il y a tout de suite après, c'est les Smart Cities, il y a un grand symposium. Récemment, c'est la régulation de l'intelligence artificielle, quels en sont les défis et les perspectives. Donc ça tourne autour de cette problématique que tout le monde essaye de comprendre d'abord, de s'y impliquer ensuite, et peut-être de s'en prémunir. S'en prémunir pourquoi et comment? Comme vous savez, chaque technologie peut avoir en fait deux dimensions, si j'ose dire, une dimension utile, positive, mais également il pourrait également y avoir quelques aspects que j'ose dire même peut-être négatifs. Peut-être c'est le souci d'une catégorie, si vous voulez, de gens qui ont une certaine appréhension en fait, de l'intelligence artificielle, surtout en ce qui concerne des applications qui peuvent toucher, si vous voulez, à la vie privée des gens, à la diffusion Mm-hmm. d'informations qui est falsifiée. On parle de deepfake, par exemple,
Donc c'est ça en fait l'origine principale de ceci, de cette catégorie de gens. Et d'ailleurs on voit par exemple suite au moratoire demandé par Elon Musk à travers son institut de Human Life Institute. Donc, donc il a demandé un moratoire de 6 mois pour essayer de voir comment réguler l'intelligence artificielle suite au développement extraordinaire qu'on a pu observer, rapide, mais aussi en termes d'impact et d'application qu'on n'a jamais imaginé auparavant. Ça, en fait, ça relève de la science-fiction, donc ce que nous voyons aujourd'hui avec l'application ChatGPT et d'autres applications. Et Bard, bien sûr, de la part de Google. Donc, bon, c'est tout à fait en fait normal de réguler la technologie de façon générale, mais il n'y a pas lieu en fait de créer une certaine zizanie ou d'une psychose aussi par rapport à ces technologies. En fait, je crois que il y a des aspects très positifs qui peuvent être utilisés dans différents secteurs, notamment l'éducation. Donc, on peut même parler d'enseignants augmentés dans le sens où nos enseignants peuvent bénéficier des extraordinaires bénéfices de l'intelligence artificielle pour améliorer la façon dont ils enseignent, améliorer aussi le processus d'apprentissage et rendre ce processus plus efficace et faciliter également l'apprentissage aux étudiants, aux élèves dans les différentes institutions. Je voudrais revenir tout à l'heure à Elon Musk, mais il y a eu 2 ou 3 questions que j'ai reçues par email qu'on souhaitait vous poser. L'une de ces questions, avoir peur de quoi? Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur que l'intelligence artificielle remplace l'humain? Et dans quelle mesure elle pourrait le faire? Et comment est-ce qu'il faut réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? De les manières, elle a un caractère très invasif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment, je disais tout à l'heure sans prémunir, mais faut-il réellement avoir peur? Comme certains voudraient l'exprimer? Non, pas vraiment donc avoir peur de l'intelligence artificielle ou de la technologie basée sur l'intelligence artificielle d'une façon générale. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on sache les différents risques qui sont liés peut-être à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une pédagogie pour montrer, pour expliquer. Voilà, c'est ça, effectivement. Oui. Donc, aussi sensibiliser les gens à ces risques. Vous avez vu ce qui s'est passé également en Italie. Donc, le gouvernement italien a pris une décision pour interdire tout simplement parce que il voyait que le ChatGPT ou des applications similaires pourraient éventuellement porter atteinte à la protection des données à caractère personnel. Donc, voilà. Alors, interdire, c'est le terme? Non, c'est pas le terme, effectivement. Est-ce qu'on peut interdire le recours à la science? Est-ce que c'est cela le seul moyen dont disposent les États pour faire un arrêt, une halte à ce qui est en train d'être partout? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Non, mais je crois que ce pays peut-être qu'il n'a pas bien compris les défis qui sont liés à l'utilisation ou d'une façon très développée des technologies d'intelligence artificielle dans la société, notamment à travers des applications basées sur ChatGPT. Et du coup, donc, il a pris cette décision au moins par rapport à l'aspect protection des données personnelles. Comme vous savez, en Europe, donc, ils ont la réglementation en vigueur. Il y a un certain nombre de pays plutôt en fait la majorité du pays, donc veillent à ce que l'ensemble des transactions respectent à la lettre cette réglementation. Ce que notre pays est en train de faire moyennant la CNDP. Exactement. Avec beaucoup d'efforts et beaucoup de résultats. Oui. Mais la crainte, et là c'est la deuxième question, la crainte c'est, entre guillemets, c'est d'être remplacé, c'est de ne plus avoir les opportunités de travail que nous avons aujourd'hui, etc. Aussi bien pour un enseignant, un ingénieur, etc. Est-ce que cette crainte a sa place? Est-ce qu'il faut véritablement la traduire dans un processus d'action, de législation, voir ce que la dernière conférence, ou alors il faut tout simplement, de manière très pédagogique, expliquer qu'il n'y aura pas à proprement parler de remplacement,
mais plutôt une technologie qui est développée pour être un soutien beaucoup plus qu'un remplaçant? C'est une question qui est très pertinente parce que selon plusieurs études développées par des organisations internationales telles que le Forum économique mondial, donc on a certainement senti que l'avènement de l'intelligence artificielle va bouleverser en quelque sorte le monde du travail. Donc plusieurs métiers vont être transformés, développés. Peut-être il y a des métiers qui vont disparaître à cause ou grâce peut-être à l'automatisation très avancée des différents métiers. Personnellement, je n'ai pas de crainte parce que il faut tout simplement essayer de s'adapter, comme ça a été le cas aussi avec d'autres transformations qu'a vécu notre société donc à travers l'histoire. Donc il suffit en fait de s'adapter et de suivre un petit peu la tendance. Est-ce que la raison, parmi les raisons de cette crainte qui est réellement qui se développe, et on en arrivera à Elon Musk, est-ce que ce n'est pas la rapidité, la vitesse avec laquelle de nouvelles applications voient le jour? 5 jours pour ChatGPT, 5 jours, ouais. 5 jours seulement. Donc dans ces applications, prendrait quoi? Quelques heures? Est-ce que ce n'est pas ça l'essence de cette peur qui se manifeste un petit peu partout, la presse écrite, les médias, les réseaux sociaux, un petit peu partout, l'université, les professeurs, les responsables, les ministres, tout le monde se pose la question. Est-ce que c'est pas ça? C'est le fait que ça ait pris cette tournure rapide, accélérée. Est-ce que ça n'est pas l'une des raisons? C'est une partie peut-être des raisons pour lesquelles Elon Musk a donc proposé le moratoire. Mais je crois également qu'il y a une partie cachée de l'iceberg qui représente en quelque sorte la concurrence entre les différents acteurs. Vous avez certainement remarqué, il y a une course quand même entre les géants des technologies, oui. Google, Microsoft, Apple et autres. Et comme vous savez bien, donc Elon Musk n'a pas vraiment, je dirais, intérêt à ce que, bien sûr, les autres acteurs concurrents se positionnent rapidement par rapport à une technologie. Donc, en quelque sorte, ça traduit quelque chose que je peux qualifier personnellement de conflit d'intérêt, en quelque sorte. Quelqu'un qui est impliqué dans la technologie et qui est concerné directement par le développement de ChatGPT et toutes les applications qui vont avec. Se positionne par rapport à cette technologie donc n'est pas vraiment innocent. Donc, non, absolument. Ouais. Il se proposait d'arroser le monde d'Internet gratuit. Ouais. Pour le faire, il a besoin de cette technologie, justement. Ouais. Alors, d'un côté, il appelle à un moratoire et de l'autre, il continue à accélérer. Mais supposons qu'un moratoire est déclaré. C'est un moratoire où auquel les uns et les autres auront adhéré. Quid de la Chine, de l'Inde? Oui. De la Russie. De la Russie également, oui. Est-ce qu'on peut véritablement envisager, de l'Iran, on peut véritablement envisager que la Chine, qui a une avance incroyable en matière d'intelligence artificielle, de data centers, puisse adhérer à une convention pour 6 mois, pour 1 an? Est-ce qu'on peut véritablement imaginer ça? Et également pour des pays comme le Maroc. Oui, c'est une très bonne question aussi parce que, en fait, le fait de demander un moratoire de 6 mois, donc il ne demande pas quelque chose d'illimité dans le temps, juste pour avoir une réflexion approfondie sur la question en relation peut-être avec les risques que poserait la généralisation de l'intelligence artificielle et des applications telles que ChatGPT. Il y a certainement des pays qui ne peuvent pas être touchés ou concernés par cette demande, notamment le clan, peut-être, je peux utiliser aussi le terme clan des pays tels que la Chine, la Russie, les autres pays que vous avez mentionnés. Donc, il y a aussi également
la course et la concurrence mondiale pour essayer de s'approprier des technologies et de se positionner aussi par rapport aux applications des technologies basées sur l'intelligence artificielle au niveau mondial. Selon les dernières études, mais également les rapports publiés par différentes organisations internationales, la Chine commence à dépasser peut-être d'une façon très importante de loin les États-Unis. C'est tout à fait naturel du fait d'abord de la population que la Chine dispose, dont la Chine dispose. On parle d'1,5 milliard d'habitants. Donc c'est un potentiel extraordinaire et les investissements très importants de la Chine au niveau de la technologie. Donc maintenant, tout ce qui est intelligence artificielle, 5G, même 6G, là, ce sont aussi des technologies très importantes pour différentes applications basées sur l'intelligence artificielle. La Chine donc dépasse de loin les Américains. Il y a, à vous écouter, à lire, on est aujourd'hui, il semblerait qu'on soit aujourd'hui devant un dilemme. Détruisons nos ordinateurs quantiques, arrêtons cette course, ou alors adoptons une autre approche, moyennant l'éducation, moyennant la sensibilisation, vous le disiez tout à l'heure, moyennant des campagnes tous azimuts pour expliquer les avantages de l'intelligence artificielle et pour dire comment mitiger les inconvénients qui pourraient conduire à un certain nombre de situations extrêmement... Quel est le trade-off? Quel est le choix? Comment est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui détruire nos ordinateurs? Ou alors on peut détruire nos ordinateurs et dire arrêtons, reprenons la situation où on échangeait une patate, combien même contre un litre de lait ou quelque chose. Reprenons cela. Ou alors non, continuons, mais continuons avec raison, avec en allant dans des sens où cela profitera davantage à l'humanité en termes d'environnement, en termes de recherche scientifique, pour la santé. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce que l'éducation intervient et comment? Bon, je crois que aujourd'hui, le niveau de maturité des technologies, et surtout les technologies basées sur l'intelligence artificielle, qui apportent des solutions extraordinaires à différents secteurs. Si je prends peut-être 2 secteurs essentiels et vitaux tels que l'éducation et la santé, je peux donner plusieurs exemples. Donc au niveau du secteur de l'éducation, on peut même avoir aujourd'hui des approches pédagogiques différenciées, personnalisées, basées sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plateformes, même des robots ou des avatars basés sur l'intelligence artificielle qui existent déjà depuis quelques mois. Donc, on a des avatars conversationnels basés sur le même principe, ChatGPT, pardon. Donc, au lieu de converser avec des machines à travers votre clavier, vous avez des avatars qui utilisent l'intelligence artificielle et qui utilisent également d'autres technologies telles que le traitement automatique de la langue, etc., qui peuvent même synthétiser la langue et peuvent donc donner l'intelligence nécessaire à des robots, que ce soit avatars virtuels, mais on peut également transposer la même intelligence sur des robots physiques et qui peuvent assurer des enseignements personnalisés, interagir avec les élèves. Donc vous pouvez imaginer dans une école virtuelle, on avait parlé de métaverse tout à l'heure, dans le cas de métaverse, avec cette approche-là, on peut avoir des enseignants personnalisés pour chaque étudiant qui adaptent le style d'enseignement aux capacités intellectuelles de l'étudiant, au rythme d'apprentissage de l'étudiant, etc. Et du coup, donc, on peut avoir un impact extraordinaire sur le processus d'apprentissage. C'est un exemple dans le domaine de l'éducation. Si je regarde maintenant dans le domaine de la santé, là aussi, je peux citer plusieurs exemples où l'intelligence artificielle joue un rôle extrêmement important pour améliorer, par exemple, le diagnostic. Donc, il y a une étude très récente publiée il y a quelques jours où on avait des algorithmes d'intelligence artificielle qui arrivent à détecter le cancer du sein
4 ans avant qu'il se déclenche. Voilà. Ben, c'est cette voie-là. Certainement, il y a d'autres phases où on a peut-être des petits soucis, mais si on regarde ce qu'on gagne, là vraiment c'est extraordinaire. Mais l'intelligence artificielle est en amélioration continue. Oui. Elle apprend d'elle-même. Oui. Bien. Vous parlez de Metaverse tantôt et IDC, dont vous êtes le président, Interactive Digital Center à Ben Grir, à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Grir, est l'un des pionniers, du moins chez nous au Maroc, de cette technologie. C'est quoi le Metaverse? Bon, le Metaverse d'abord, c'est un environnement virtuel. On peut donc exercer plusieurs activités. On peut donc imaginer le Metaverse comme un espace d'apprentissage et d'enseignement. C'est-à-dire qu'on peut facilement réaliser ou mettre en place un espace virtuel qui représente une université. Donc il y a déjà des sociétés qui fournissent cette solution qu'on peut peut-être avoir à travers peut-être un contrat. On n'a pas besoin en fait d'avoir les compétences pour développer le métaverse, pour pouvoir fournir les enseignements, les expériences d'apprentissage ou d'enseignement à travers une université virtuelle, vraiment virtuelle. Donc lorsque je parle de virtuel, c'est du 3D, c'est-à-dire un espace immersif où les étudiants et les enseignants peuvent donc interagir, moyennant bien sûr des casques de... Que deviendrait l'université classique que nous connaissons, oui, où nous avons été pendant de longues années? Qu'est-ce qu'elle deviendrait? Si on devait... Je sais qu'au Japon, par exemple, en Chine, dans d'autres pays, il y a eu il y en a encore, des rentrées scolaires dans le Metaverse, et il y a même des universités qui sont dans le Metaverse. Mais que deviendrait l'université? Est-ce que ça permettrait de réaliser des économies? Certainement. Et améliorer la qualité de l'éducation? Oui, certainement. Donc en fait, si je peux juste revenir à l'expérience de Covid-19, où la plupart des universités et des écoles donc, ont basculé vers des plateformes virtuelles, mais on ne parlait pas à l'époque de métaverse, on avait des LMS, c'est-à-dire des systèmes e-learning ou des plateformes e-learning. Nous avons également des plateformes de visioconférence telles que Zoom et autres. Mais là, on parle vraiment d'un environnement immersif, c'est-à-dire que c'est une autre dimension de virtualisation qui implique d'autres technologies, telles que les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, vous avez parlé de IDC Morocco, donc c'est le centre digital interactif qui est le premier centre au Maroc à avoir dispensé des formations sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, d'une façon générale sur les technologies immersives, qui a également développé des innovations, surtout des applications en VR, AR, pour différents secteurs, que ce soit la santé, l'éducation et j'en passe. Donc vous avez ces technologies, mais vous avez également besoin de technologies telles que l'intelligence artificielle, des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour déployer des différentes applications intelligentes d'apprentissage, d'enseignement sur les plateformes métaverses ou les plateformes virtuelles. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Dans ce cadre, il y a énormément de personnes qui auront accès à cet échange. Si on devait leur dire un mot, sur la crainte d'un côté, l'utilisation de l'autre, sur tout ce qui se passe, parce qu'on se réveille le matin et il y a quelque chose, on leur dirait quoi? Qu'est-ce qu'on devrait leur dire? On a donné l'exemple de l'Italie, mais on n'a pas donné l'exemple d'un autre pays qui a adopté l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs pays qui ont fait donc, je crois, un pas vers l'adoption des technologies basées sur l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Donc il y a Singapour, donc le ministre de l'Éducation de Singapour, justement dans ce débat houleux, dans le cadre de ce débat houleux, donc il a décidé d'intégrer ChatGPT dans le système éducatif. Bien sûr, en mettant en place les dispositifs nécessaires pour réussir cette décision. Comme on sait bien, donc ChatGPT pourrait certainement apporter beaucoup de solutions à nos enseignants, à nos étudiants, moyennant bien sûr une sensibilisation, un accompagnement pour utiliser de façon correcte ces technologies dans le processus d'apprentissage et d'enseignement. Alors on dirait quoi? À tout ce monde devant nous, on leur dirait quoi?
Apprenez exactement à utiliser ChatGPT, donc que ce soit dans l'éducation, même je connais même des médecins qui sont en train de voir comment intégrer les magistrats également, les journalistes. Il y en a même un magistrat qui a prononcé un jugement se basant sur ChatGPT. Oui. Il a eu, bien entendu, et je présume que tous les magistrats feraient la même chose, il a eu la présence d'esprit de vérifier les sources, et donc son jugement était totalement rédigé par un recours à ChatGPT. Ouais. Bien. Une éducation, si la technologie envahit l'éducation doit avoir une réaction positive. Comment parce que de plus en plus, il y a cette utilisation à tout niveau. Quelle réaction? J'ai écouté des enseignants dire « j'ai peur, il va prendre mon métier, je ne sais pas comment contrôler, je ne sais pas comment faire ». Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ces enseignants? Bon, il faut les rassurer d'abord, parce que le rôle de l'enseignant est toujours important, parce que la machine n'a pas cette intelligence émotionnelle. Pour l'instant. L'intelligence émotionnelle. Ça viendra. Je ne sais pas si ça va venir ou non, mais c'est une caractéristique humaine. Je ne sais pas si on peut l'intégrer, l'apprendre. Je ne sais pas si... Vous savez, il y a 2 années, je pense que c'était aux États-Unis, où on a doté un ordinateur hyper sophistiqué d'un langage. Et puis on s'est rendu compte que cet ordinateur n'utilisait pas ce langage, avait développé son propre langage pour interagir avec des milliers d'ordinateurs. Qu'est-ce qui interdirait que des ordinateurs développent un balbutiement de sensations émotionnelles dans leur réaction avec nous, dans leur réaction dans notre environnement, etc. Est-ce qu'on peut dire non, ça ne va pas arriver? Bon, c'est un des soucis que peut-être les gens essaient d'éviter, moyennant la régulation, moyennant un certain nombre de dispositifs. Mais je crois que le rôle de l'enseignant en tant qu'enseignant va être toujours important, surtout dans la nouvelle ou dans le cadre des nouvelles approches pédagogiques où l'enseignant n'a pas le rôle vraiment de celui qui détient en fait le savoir, donc il a le rôle d'animateur, d'orientation, etc. Voilà. Donc même avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des applications basées sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, l'enseignant aura toujours un rôle à jouer, d'accord, même dans le cadre de Metaverse. Donc on parle aujourd'hui de Meta University, donc l'université sur le Metaverse. Donc l'enseignant il a toujours un rôle à jouer donc pour orienter, encadrer, animer, mais c'est ça. Mais même peut-être les autres métiers donc vont être touchés par l'intelligence artificielle et sont aussi amenés à se transformer pour s'adapter avec cette vague de technologique qui va certainement envahir l'ensemble des métiers. Professeur Saïdi, merci beaucoup pour avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je conclus de notre discussion qu'il n'y a pas véritablement à avoir peur, qu'il faut avoir une approche positive et il faut avoir une pédagogie. Il faut expliquer que c'est un plus, beaucoup plus qu'autre chose, il y a des risques, mais c'est des risques qui peuvent être mitigés, moyennant justement cette pédagogie, cette explication, cette éducation. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'être avec nous. Je vous remercie pour toutes les questions que vous nous avez posées. Nous serons toujours à votre écoute. Ceci conclut notre émission d'aujourd'hui avec le professeur Mohamed Saïdi, directeur général de l'EMSI. Nous reviendrons avec une autre émission sur toute thématique que vous voudrez bien nous suggérer. Donc, excellente journée, excellente soirée et à bientôt.